les jeudis de l'Iliade. Bonsoir à tous, donc on va pouvoir commencer ce 35e jeudi de l'Iliade. Donc merci à Gabriel qui va nous parler de Julien Gracq. Donc Gabriel est auditeur de la promotion Homère de l'Institut Iliade, qui était l'année dernière, rédacteur pour Éléments, il écrit une thèse sur les États-Unis. Et ce soir, c'est pour parler plutôt littérature sur Julien Gracq. Je te laisse prendre la parole. Merci beaucoup. Alors je vais vous parler de Julien Gracq. C'est un auteur dont je ne suis pas expert, mais que j'ai lu depuis de nombreuses années. Je l'ai découvert quand j'étais en classe préparatoire littéraire. C'était un petit peu un auteur qu'on ne pouvait pas manquer, qu'il fallait absolument lire quand on était en prépa. Mais c'est un auteur qui est connu, qui a son public, mais qui n'est pas très grand public. Alors c'est marrant parce qu'il était édité chez José Corti, et les éditions José Corti étaient, je crois, jouxtées la Nouvelle Librairie, c'est le bâtiment juste à côté. C'est l'éditeur des surréalistes, il n'a édité que là-bas, il a été édité jamais sous format poche, et donc c'est pour ça aussi qu'on le trouve moins, mais il a quand même sa renommée. C'est un écrivain qui, à mon avis, peut nous parler à l'Iliade, à notre mouvance de manière plus générale, et le rapprochement n'a pas souvent été fait, alors que je me rends compte, quand je discute avec des amis qui partagent nos idées, il y en a un certain nombre qui le lit, qui l'a aimé, qui était marqué par certains de ses romans. Donc Julien Gracq avait pour s'appeler, c'était le pseudonyme de Louis Poirier. Julien, c'est pour le héros du Rouge et le Noir de Stendhal, un roman qui a beaucoup compté pour lui, Julien Sorel. Et Gracq, c'est pour les Gracques dans l'Antiquité romaine. Donc son vrai nom, Louis Poirier, est né en 1910 dans le Maine-et-Loire, et il est issu de la petite bourgeoisie locale. Il est quand même un des derniers grands écrivains français, puisqu'il a été publié de son vivant dans la Pléiade. Donc il était professeur de géographie, normalien et agrégé. Il a écrit entre la fin des années 30 et les années 50 4 romans de fiction, ce qui n'est pas beaucoup, et une pièce de théâtre, avant de se concentrer sur des écrits plus autobiographiques, plus poétiques, avec de la poésie en prose. Et il a fait pas mal de critiques littéraires, donc beaucoup d'essais, beaucoup de textes sur tel ou tel auteur, où il développe ses idées, ses conceptions de la littérature. Il a été très marqué par son expérience de la guerre. Il a écrit aussi pas mal d'écrits, descriptions de lieux, quelque chose assez géographique entre la poésie et son métier de géographe. Donc il a été membre du Parti communiste durant les années 1936 à 1939. Il l'a quitté suite au pacte germano-soviétique. Alors ce communisme ne se voit pas vraiment dans son œuvre. Honnêtement, je ne le sens pas. Je pense que personne dans la critique n'a retrouvé du communisme dans ses romans. Et donc il a été mobilisé durant la Seconde Guerre mondiale dans l'infanterie. Il est fait prisonnier à Dunkerque, avant d'être rapidement libéré par les Allemands, puisqu'il était malade. Donc il rentre en France juste à temps pour voir son père mourir, qui était lui aussi si malade. Et il va être très marqué, toujours très marqué, par l'expérience de cette drôle de guerre, qui se retrouve dans 2 de ses romans majeurs, donc Un balcon en forêt, qui décrit justement un jeune mobilisé dans les Ardennes, qui attend l'armée allemande qui n'arrive jamais. Et dans Le Rivage des Sirtes, son chef-d'œuvre qui a obtenu le prix Goncourt, et sur lequel je vais plus longuement parler. Donc il écrit des romans de l'attente où le héros attend la bataille durant tout le récit. Ça a été comparé notamment au Désert des Tartares de Dino Buzzati, pour ceux qui connaissent. Donc c'est en décembre 1943 qu'il fait une grande découverte littéraire, puisqu'il découvre Sur les falaises de marbre, un roman de Ernst Junger qu'il a publié en 1939, et qui va lire d'une traite, et qui va être un coup de foudre littéraire qui va lui donner envie de devenir romancier. Il va devenir plus tard un ami proche d'Ernst Junger, avec qui ils vont échanger. Ils ont une grande estime réciproque. Donc c'est un court roman qui a infusé tous les romans de Julien Gracq. On retrouve la trame Sur les falaises de marbre, alors sans la morale derrière, parce que si vous avez lu Les Falaises, c'est une allégorie anti-totalitaire, c'est une critique masquée, on peut le lire notamment comme une critique masquée
du nazisme en 1939 par Ernst Jünger, qui était certes patriote allemand, mais qui se tenait en retrait du nazisme. Et donc ils deviennent amis. Jünger le considère comme le meilleur romancier de son époque. Voilà. Alors Gracq a aussi été fasciné par l'œuvre de Richard Wagner, dont je vais parler plus tard, et notamment par son opéra Parsifal. Voilà. Donc là j'ai plutôt parlé de son... Donc ça c'était une introduction, j'ai plutôt parlé de son œuvre de fiction, puisque c'est plutôt elle qui fait écho à certaines de nos sensibilités. Mais avant, donc, je vais vous parler de son rapport à la littérature, parce qu'on voit ses conceptions littéraires, et après j'ai surtout parlé du Rivage des Syrtes, donc, qui est son roman, qui est son chef-d'œuvre, qui est celui qui a le plus de sens. Il a écrit 4 romans, il a écrit donc Au château d'Argol pour commencer, donc c'est un court roman qui a beaucoup plu aux surréalistes, à André Breton notamment, qui est inspiré de Parsifal, mais on ne voit pas vraiment où est Wagner dedans. Il en parle dans la note au lecteur, il parle au début de Wagner, on ne voit pas où est Wagner après. Et après, il y a ces 2 romans de l'attente marqués par l'expérience de la guerre, et un roman où on voit des discussions littéraires qui n'ont absolument aucun rapport. Donc je commençais par son rapport à la critique, et donc à la littérature. Donc il a toujours cultivé un rapport assez détaché au milieu de la littérature. Il a refusé le Goncourt en 1951 pour le Rivage des Syrtes. Il a publié en 1949 un pamphlet, La littérature à l'estomac, suite à l'échec retentissant de sa pièce de théâtre, Le Roi Pêcheur, qui est directement très inspiré de Parsifal de Wagner, une œuvre dont il est tombé éperdument amoureux. Et la critique, notamment les existentialistes, ont éreinté Parsifal, et donc dans la littérature à l'estomac, il a démoli le monde littéraire de son époque, fait l'éloge de toute l'esthétique médiévale, du ressourcement par les mythes, par la mythologie médiévale, notamment par tout ce qui relève du cycle arthuréen. Et plus tard, alors dans ses écrits critiques, il va faire l'éloge beaucoup des romantiques allemands, notamment Novalis, et évoquer beaucoup Wagner et son opéra Parsifal. Alors Gracq n'est pas croyant, même si le sacré se retrouve dans ses œuvres. Gracq n'est pas croyant, mais il a vu Parsifal à 18 ans. Vous savez que Parsifal était conçu par Wagner comme un festival d'arsenic sacré. Donc il y avait une dimension pleinement sacrée, en tout cas c'était perçu comme une sorte de messe artistique. Il y a eu parmi la réception de Parsifal, peu après, il y a eu toute une mystique de cet opéra qui était parfois vu comme le prélude à une nouvelle religion. Et donc il était marqué par cette conception du sacré et le caractère totalisant de l'œuvre wagnérienne. Il parle dans un entretien en l'an 2000 de l'emprise totalitaire de l'opéra wagnérien, qui mobilise vraiment tous les sens, aussi bien sonores qu'intellectuels, puisque les livrets sont très profonds, il faut les avoir lus et relus encore avant. Donc il va aller aussi dans un recueil de critiques littéraires qui s'appelle Préférence. Il va parler de ses conceptions littéraires, où il va notamment parler beaucoup du poète Novalis. Il fait un essai sur Novalis, et il fait du romantisme un printemps sacré. Et plus tard, dans son texte Lautréamont toujours, Lautréamont, si vous connaissez, c'est un poète assez inclassable de la fin du XIXe siècle, qui a beaucoup inspiré les surréalistes. C'est une œuvre assez... il a écrit les Chants de Maldoror, qui sont des poèmes en prose assez incompréhensibles. Dans Lautréamont toujours, il va montrer quelle est sa vision de l'histoire. Il considère que l'âge de la raison, qui a commencé avec le XVIe siècle avec Descartes, touche à sa fin. Il considère que c'est un cycle avec le positivisme, le rationalisme du XIXe siècle, le scientisme, qui est en train de se clore, en fait,
à partir de la toute fin du 19e, début 20e, et qui correspond à un retour de ce que la Gracq appelle les poussées de l'irrationnel, qui se manifesteraient par de brûlantes poussées. Alors on peut évidemment y lire toute l'histoire du XXe siècle, mais Gracq développe cette pensée ensuite dans ses romans, notamment dans Le Rivage des Syrtes. Et il rejoint dans ses textes tout un argumentaire irrationaliste qu'on trouve chez Bergson, chez Nietzsche, où la vie ou l'art sont censés être des dépassements de la raison, en fait. Ils ne sont pas contraires à la raison, mais il essaie de la dépasser. Il cite aussi Spengler. Spengler, dans une conférence Pourquoi la littérature respire mal, qui est citée encore dans ce même recueil de textes critiques. Il cite Spengler sur la question de l'invasion de la technique dans la littérature. Donc il critique là le nouveau roman, le roman existentialiste, et même les surréalistes, qui mettraient un petit peu trop la technique littéraire. Il fait un parallèle avec la civilisation technicienne depuis industrielle, qui a émergé avec le 19e siècle. Il critique ce nouveau roman, qui considère que c'est une perte de la spontanéité, une perte de la vraie littérature, au service d'une technique comme ça qui, je ne sais pas si vous connaissez le nouveau roman, Robe Grillée, tout ça. On a vraiment, c'est limite plus vraiment du roman. En fait, sont vraiment des œuvres expérimentales, conceptuelles, où l'auteur part de techniques qu'il élabore déjà pour ensuite concevoir des œuvres assez expérimentales où il n'y a plus vraiment de récit en fait. C'est pareil pour les surréalistes, ils critiquent la fausse spontanéité de l'écriture automatique des surréalistes. Il va aussi parler du dépérissement de la poésie à partir du XXe siècle, qu'il attribue au fait que les poètes n'apprennent plus le latin. On considère que tous les grands poètes avant les surréalistes étaient des latinistes. On considère que le dernier c'est Monterland, qui tient encore le niveau. Mais pour lui, il rapproche ça de la distinction entre civilisation et culture chez Spengler. Et il considère que les écrivains actuels ne se nourrissent plus que d'œuvres de l'esprit, plutôt que d'œuvres de l'âme, c'est-à-dire des œuvres de construction plutôt que des œuvres d'expression spontanée. Voilà, tout ça à cause de cette invasion de la technique, mais aussi du fait d'avoir perdu un lien direct avec la matrice de notre civilisation qui est gréco-latine, par le fait que les écrivains ne découvrent la littérature que par des œuvres actuelles et plus par l'apprentissage du latin, du grec, qui sont à la source de notre langue. Donc là, j'ai parlé de ces conceptions de la littérature et ces critiques de la littérature de l'époque. Et je vais plutôt parler maintenant de son œuvre, en mettant notamment en avant Le Rivage des Syrtes, parce que c'est un roman, parmi ces 4 romans, on va dire que c'est celui qui est le plus significatif, celui qui peut nous parler le plus. Les autres sont sur le plan esthétique très intéressants, mais on ne peut pas dire qu'il puisse nous dire quelque chose. Alors, Le Rivage des Syrtes, c'est un roman publié en 1951 pour lequel Julien Gracq a obtenu le prix Goncourt. Donc il a refusé ce prix Goncourt de manière à être cohérent avec sa critique du monde littéraire de l'époque. Donc la trame du roman, c'est un roman qui est écrit à la première personne, où le héros, Aldo, est un jeune homme qui est issu d'une des plus vieilles familles patriciennes de la cité-État d'Orsena. Orsena, c'est une république qui fait penser tantôt à la République romaine, tantôt à Venise ou à Gênes, et le récit est placé dans un espace et un temps qui sont fictifs, mais dans lequel on reconnaît évidemment totalement la Méditerranée, à une époque qui est soit l'Antiquité, soit le Moyen-Âge. Et donc, Orsena est une cité-État qui est sur le déclin. Pourquoi est-ce qu'elle est sur le déclin? Parce qu'elle est en paix, et la paix apporterait le déclin, l'avachissement d'une culture, d'un peuple, parce qu'il se reposerait sur ses acquis. C'est une idée qui est très importante chez Gracq et qu'on retrouve dans plusieurs de ses œuvres et qui est vraiment au centre de ce roman.
Et donc le héros, qui s'ennuie, demande à être envoyé comme observateur, en fait un espion, c'est du renseignement qu'il fait, dans une forteresse des provinces du sud, sur le rivage des Syrtes. Alors les Syrtes aujourd'hui c'est un toponyme qui renvoie à la Libye, à la côte libyenne, mais là c'est plutôt sur la rive nord de la Méditerranée, donc c'est une géographie un peu inventée, pour observer l'ennemi héréditaire d'Orsena, qui s'appelle le Fargestan. Et donc cet ennemi héréditaire est dans une sorte de paix tacite. Alors il n'y a jamais eu de paix officielle, mais en tout cas il n'y a plus de conflit depuis plusieurs siècles. On apprend que la dernière guerre a eu lieu il y a 3 siècles. Et donc Orsena s'est avachie, a cessé de vivre au contact de la mort. Mais elle surveille toujours vaguement le Fargestan. Le Fargestan, qu'est-ce que c'est? C'est un pays, un peuple, une civilisation qui est de l'autre côté de la Méditerranée, c'est l'autre abstrait, qui ressemble tantôt au Maghreb, tantôt aux Turco-Mongols, tels qu'ils sont décrits, puisque leur montagne, ils ont une grande montagne qui s'appelle le Tengri. Tengri, c'est le nom du dieu des Turco-Mongols avant leur conversion à l'islam. C'est un peu leur Zeus. Donc on s'imagine comme ça, comme ce sont des cavaliers, comme il y a un désert, on s'imagine que c'est un mélange de ces cultures. Ils ne sont pas décrits comme musulmans, mais il y a un côté, on les décrit comme étant parfois soumis à des élans mystiques, à des élans mystiques guerriers, donc on s'imagine qu'ils peuvent... une sorte de djihad, mais jamais la religion n'est présente chez Julien Gracq. Et donc Aldo va découvrir le quotidien de la forteresse, donc il découvre le quotidien militaire qui en fait est gardé pour le principe, puisqu'il n'y a plus de guerre. Et donc il va nouer une relation amoureuse avec Vanessa, se lier d'amitié avec le vieil officier Marino. Et Vanessa, c'est elle aussi une jeune membre de l'aristocratie d'Orsena, qui est descendant d'un aïeul qui avait trahi Orsena pour le Fargestan. Et donc, on découvre en filigrane dans le roman qu'elle a décidé de faire un petit peu la même chose, en complotant avec... on découvre à la toute fin du roman qu'il y a une partie de l'aristocratie qui a aussi comploté à la fin d'Orsena. On découvre qu'elle a des contacts avec le Fargestan, qu'elle y va en barque secrètement, et elle va entraîner le héros, malgré lui. Il ne prend pas, attention, il ne comprend pas exactement ce qui se passe, mais il va être titillé par sa curiosité, il a envie, est titillé par Vanessa, donc il a envie d'aller découvrir ce qu'il y a de l'autre côté, et il va... alors c'est un roman assez... où le héros est assez, on va dire... passif face aux événements. C'est vraiment un roman assez onirique, avec de très belles descriptions de la mer, de très belles descriptions de la forêt. Mais lui-même n'est pas partie prenante de ce complot. Et donc il va provoquer, sans le vouloir, un événement, un incident diplomatique, puisqu'ils vont prendre un navire de guerre pour aller voir de l'autre côté de la mer, et ils vont être repérés, et donc ils vont rentrer en toute hâte. Mais ils ont un petit peu réveillé, bousculé, accéléré les événements de l'histoire. Et la fin du roman se termine, alors on ne sait pas ce qui se passe, parce que ça se termine juste avant, mais on sait que l'armée du Fargestan est en marche vers Orsena, et qu'ils vont sans doute détruire la ville. Et donc le roman se termine sur une phrase du narrateur, qui est revenu dans Orsena et qui dit « Je savais désormais pourquoi le décor était planté ». Et en fait, ce qu'on comprend, c'est que la morale de ce roman, qui a beaucoup plu à des auteurs de géopolitique, c'est le roman préféré de Frédéric Ancel, de Yves Lacoste, qui est fondateur de l'école géopolitique française, c'est un roman où en fait la morale, c'est... La morale du rivage des Syrtes, c'est que elle est contenue dans une phrase. C'est que la vie, le monde n'est justifié qu'aux dépens éternels de sa sûreté. Alors tout est dans cette phrase.
qui veut dire en réalité que la vie ne vaut la peine d'être vécue que dans le danger de la mort. C'est assez facile comme morale, mais c'est quelque chose que Gracq a vécu au contact des Allemands, donc en 1940 quand il était fait prisonnier. C'est quelque chose dont il a discuté beaucoup avec Ernst Junger. Ernst Junger qui est célèbre pour ses récits de bataille, des récits de guerre de la Première Guerre mondiale, en l'occurrence Orage d'acier, qui est un roman qui aussi compte beaucoup pour Gracq. Et donc ce qu'on comprend, c'est qu'une partie de l'aristocratie d'Orsena, qui est fatiguée par cette vie qui a en fait a perdu son sens, par cette cité qui est devenue avachie, qui s'est reposée sur ses acquis, ont décidé de faire revenir l'histoire. On a une phrase très parlante de Daniello, un membre du conseil de la cité, donc c'est une sorte de sénat d'Orsena, qui assume avoir comploté contre cette ville, en provoquant à la fin par, je cite, des cavaliers qui sentent l'herbe sauvage et la nuit fraîche, avec leurs yeux d'ailleurs et leurs manteaux soulevés par le vent. Donc il y a cette idée-là qu'une civilisation qui est en train de mourir va provoquer sa régénération par la violence, elle va se suicider d'elle-même. Et donc ce sont des idées qu'il a tirées à la fois de son expérience de la Seconde Guerre mondiale, de sa lecture de Spengler, et aussi de ses réflexions personnelles, mais aussi de cette idée qu'il y a des cycles de l'histoire. C'est ce dont il parle dans son L'autre aimant toujours, quand il parle sur le poète surréaliste dont je vous ai parlé tout à l'heure, qu'on est arrivé à la fin d'un cycle de l'âge de la raison. Cet âge de la raison n'était qu'une période, comme ça, cyclique, qu'on revient, on serait en train de revenir dans l'irrationnel. Il cite notamment Nietzsche dans certains de ses écrits, dans certains textes, et donc on peut comprendre qu'en fait l'élan vital avait quitté Orsena et que le héros cherche à le faire revenir. En fait, il va être attiré comme ça par cet ailleurs, et en fait il va comprendre le sens de sa vie et devenir lui-même face à son destin, donc face au combat qu'ils ont eux-mêmes provoqué avec le Fargestan, entre Orsena et le Fargestan. Alors le roman s'achève sur la toute fin, on ne sait pas ce qui se passera, mais c'est en tout cas ce qu'on peut en tirer. Il y a cette idée-là que une civilisation devient trop assoupie dans leur confort, dans d'autres textes de Gracq, notamment dans un texte qui s'appelle Terre du couchant, qui est un roman inachevé. Voilà. Donc ça, c'est ce que Gracq peut le plus nous apporter, en quoi ce qui pose le plus question. J'avais parlé aussi dans ma présentation du jeudi de l'Iliade d'une certaine mystique de la forêt. C'est pas quelque chose qu'il a théorisé. Gracq n'est pas un païen. Alors il a écrit dans des récits de son voyage à Rome, il a écrit de beaux textes sur la Grèce, sur son sentiment que les dieux étaient présents encore dans les temples grecs. Ça, c'est son influence romantique allemande, je pense. Mais il n'est pas un païen. En revanche, il y a vraiment une mystique de la forêt qui est déployée dans 3 de ses romans, avec énormément de pages de descriptions oniriques où le héros à la fois se perd et devient lui-même. Parce que c'est ce qu'il a vécu quand il était dans les Ardennes. Ce qui décrit beaucoup sont les paysages des Ardennes, les boucles de la Meuse, quand il attendait les Allemands qui n'arrivaient jamais. Et donc il devait passer son temps à d'autres occupations. Voilà. Donc voilà. Après il y a sur le plan esthétique, j'ai parlé de Wagner tout à l'heure. L'influence dans ces romans de Wagner ne se ressent pas vraiment. Il a juste écrit une pièce, Le Roi Pêcheur, qui est totalement tirée de Parsifal de Wagner. Ça, je l'avais dit tout à l'heure. Mais en fait, on retrouve les conceptions de Wagner, et plus largement du romantisme allemand, dans le caractère sacré qu'il donne à l'art et à l'expérience littéraire. Voilà. Comme un dépassement de la raison. Voilà.